C'étaient de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde, qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissaient, hommes de paille, en lancs de paille sur leur air. Ah oui, de très grands vents sur toute face de vivants. Ainsi commence le poème Vent de Saint John Perse qu'il publia chez Gallimard en 1946. Dans cette longue incantation, le poète se fait vent et voyage par les terres américaines, des grèves du Maine jusqu'au gouffre du Grand Canyon, transcendé et menacé par sa propre force. Risque de fuite aveugle, soufflant toujours plus fort, ou au contraire, étranglement soudain, tétanie et agonie. Oui, il faut comprendre ce mouvement invisible de la nature. Il faut comprendre qu'il fut toujours poète, ce vent, et s'aimant les landes fertiles, déracinant l'arbre des forêts d'antan, pour y laisser ses joies furieuses et ses peines mourantes. Peut-il y avoir puissance élémentaire plus métaphorique que celle du vent ? Dans le mouvement perpétuel ou presque, dans son absence de matière, dans les stigmates qu'il laisse sur toute face de vivant, comme l'écrit Perse. Qu'il soit vent d'été ou vent d'hiver, vent de terre ou vent de mer, qu'il soit un allié ou un ennemi, autour de soi ou en soi, rafraîchissant ou étouffant, ascendant ou descendant, il est à la fois une énigme et un secours pour bon nombre d'écrivains. C'est par exemple, pour la période qui nous intéresse, un vent à ras de sol, presque inexistant, qui s'infiltre dans les rues sombres et use par sa paresse même Luc, dans Le vent noir de Paul Gaden. Ce sont les rafales contraires du Pays sous le vent de Grazia Deledda, prix Nobel italienne, qui mènent la narratrice des apparats de son mariage à la déchéance d'un amour de jeunesse qui rejaillit soudain de la roche. C'est encore, toujours en Italie, une tempête sur un pont qui s'empare des mains amoureuses du criminel dans une nouvelle de Dino Buzzati. C'est Henri Pourrat qui appelle au retour à la terre et à une très digne mythologie paysanne avec Vent de Mars. C'est Jacques Perret avec Histoire sous le vent, Roger Vercel avec Vent de terre, mais aussi Joseph Kessel, Roger Gilbert Lecomte, Pierre Réverdy. Et c'est le vent lui-même qui raconte son existence dans le roman le plus métaphysique de Jean Blanza, L'Iguane. Là, l'écrivain s'agenouille, se prosterne, se retire. Il donne sa voix au vent. Et ce dernier évoque son combat contre le ciel, la malédiction qui le frappe, mais aussi le sommeil qu'il s'accorde et ses détours à la surface de la terre nourricière. Je ne dirai pas ce que j'appris des hommes, dit-il, entrant chez eux, circulant dans leur foule, au niveau des genoux, les écoutant, les comprenant. Mais voici, rien peut être de plus invraisemblable que l'apparence de la petite ville, vue d'en haut, ordonnée, propre, harmonieuse, plus paisible que les champs pour qui c'est le mal, sous toutes ses formes, qu'elle contient. Alors aujourd'hui, suivons le courant. Écoutons les écrivains qui surent dompter pour un temps la tempête et laissons-nous porter vers les deux plus puissants romans du vent. Oublieuse postérité, épisode 21. Paille. Rien que paille. Le vent d'Autan de Guillaume Gollen, publié chez Gallimard en 1961, est sans doute l'un des meilleurs romans qui évoque la morsure venimeuse de ce vent, avec The Wind de Dorothy Scarborough, qui parut pour la première fois aux États-Unis en 1925. Ce sont pour ainsi dire deux courants de la même tempête, deux rafales qui ressemblent bien plus aux effluves d'une haleine despotique et brutale qu'aux murmures d'une brise printanière. Les protagonistes cherchent à lui échapper, mais il est partout. À la fois impénétrable et pénétrant, parfaitement loyal et pourtant sournois. C'est, je cite,
un amant démoniaque, un cheval satanique pour la romancière américaine, rapide et rusé qui n'avait jamais connu la bride ni l'éperon et qu'aucun homme n'était capable de capturer, un étalon doué d'une telle force et d'une telle rapidité qu'il caracolait à sa guise, narguant les poursuivants les plus habiles, une créature d'une diabolique sagesse. C'est pour Guillaume Gollaine le baiser d'une bête faisandée, d'un démon fétide à cause duquel, je cite, « tout se décomposait, entrait en fusion, était voué à une destruction lente et à la mort. Les vents terribles qui pendant des jours avaient ravagé le village avaient disparu, devenus allaitements, qui prolongeait indéfiniment sa mélopée sauvage, son requiem sinistre, en notes sourdes, toujours les mêmes, dont l'intensité augmentait et diminuait immédiatement, avec des ondulations brèves, interminables, monotones, semblables à celles d'une batteuse effroyable, qui au lieu de battre les gerbes, broyait les nerfs et la chair des êtres humains, les bêtes et les plantes, anéantirait peu à peu la création. Aussi, à l'instant où les crocs carriers de ce vent se figent dans la chair des protagonistes, nous pouvons prendre pelles et pennes et creuser la terre. Ils deviennent morts en suspens, comme si les éléments en avaient eu assez de leur liberté et de leur joie, comme si, passant et malmenant le tocsin, il sonnait l'heure de la destruction. Oh oui, il s'agit de ces êtres qui se meurent, Letty, dans le roman de Dorothy Scarborough, dont le vent avait volé la beauté, la jeunesse, les espoirs, et qui s'apprêtait à lui prendre aussi la raison ou la vie. Monsieur Clément, pour Guillaume Gollaine, sorte de double de l'auteur, jeune retraité ancien avoué, dont le corps ou l'esprit ne sont pas pillés par le vent, mais bien au contraire, rendus à une lucidité douloureuse par l'afflux de ses souvenirs et la culpabilité d'autrui. Bien sûr, ces deux personnages se démènent, cherchent à repousser le destin, ainsi que les victimes d'un empoisonnement, mais tout ceci n'est qu'énergie vaine, rafale funeste du corps. Après tout, quel est l'antidote au vent ? Peut-on décemment croire qu'un abri de béton, qu'un toit étanche, qu'une fuite hors de soi et du pays, soient des remparts suffisants ? Que faire des hurlements qui résonnent, des bourrasques qui frappent la vitre, de ce sable qui, je cite, coule par les fentes des murs et déchire les journaux en lambeaux, qui ruisselle du toit et jaillit par les interstices du plancher. Peut-on croire que les souvenirs impitoyables qui remontent à la surface, tirés des charniers de la mémoire par ce souffle chaud, n'auront pas, tôt ou tard, raison de nous? The Wind de Dorothy Scarborough est un roman de jeunesse, un roman de la fougue, de la force, du vain et désespéré combat. Son personnage, Letty, que la nécessité chasse de sa virginité natale et verdoyante vers un Texas aride et brûlant, va lutter jusqu'au bout pour remporter la bataille contre l'ennemi invisible, passant par toutes les étapes de l'existence. Amour, mariage, emménagement, illusion, tromperie, jusqu'aux funestes dernières pages. Le vent d'Autan, de Guillaume Gollaine, est son exact opposé. C'est un roman de l'âge, un roman du crépuscule. En somme, le roman du bilan d'un auteur qui a plus de 70 ans. Il est aussi celui d'un homme, Monsieur Clément, le protagoniste, qui voit son existence monotone, faite de somnolence au soleil, d'observation depuis la dernière marche du parvis d'une église, d'apéritif avec son seul véritable ami, Monsieur Pélissier, soudain bouleversé par l'arrivée de ce vent d'Autan, qu'on surnomme aussi vent du diable, et qui, selon la légende, peut rendre fou. Au même instant, un énigmatique vagabond arrive au village, et pour la première fois depuis des lustres,
Monsieur Pélissier n'honore pas son rendez-vous avec Monsieur Clément. C'est à partir de ces 3 événements d'allure anodine que le vieil homme va peu à peu s'enfoncer dans la tempête. Avec les autres personnages du roman d'un côté, ses voisins et sa famille, avec ceux du passé de l'autre, ses anciennes amours et la branche morte de sa famille, ce qui devra nécessairement le mener vers un total désespoir. Cerné, déçu au dehors par ces monstres de chair dont l'intimité vicieuse est soudain révélée par le vent qui balaye robes et costumes, et orphelin au dedans des seuls êtres qui comptèrent, qui furent purs ou presque. Premier amour, mère protectrice, et fils mort bien trop jeune. Que faire désormais ? Dès les premières pages du roman, Monsieur Clément croise Simon, le sabotier, qui rentre de la pêche. Je n'ai jamais vu le poisson aussi nerveux. Il tournait en tous sens, il plongeait, remontait, se jetait sur la mouche comme un couillon. Et jamais plus maladroit. De plus salaud il n'y en a pas. Chaque fois un trafic de tous les diables pour retirer l'hameçon. J'avais beau leur fendre la gueule, c'était toujours plus bas. Jusqu'aux libellules qui paraissaient toutes drôles. Et les grillons, un vacarme à se boucher les oreilles. Je crois que le temps va changer. Oh oui, monsieur Clément, le temps va changer. Il va changer et plus rien ne sera comme avant. Car ce court extrait raconte tout ou presque du roman. Du comportement erratique du poisson, qui n'est autre que monsieur Clément, qui va s'immerger en lui à contre-cœur, nourrir sa tristesse et sa solitude, revenir à lui et se gourmander de son émotivité, toujours plus difficilement. L'hameçon bientôt plus dans la gueule, mais dans le cœur, pour se jeter ensuite sur la mouche qui n'est autre que Céline, la petite bonne lascive qui travaille pour lui et sa femme, entourée de libellules hébétées, qui sont tour à tour les femmes du village qui semblent, prises par la moiteur du vent, à 2 doigts de se livrer à lui, corps et âme. Oh oui, monsieur Clément, c'est un dernier vent qui se lève dès les premières pages, et les légendes sont vraies. C'est un vent du diable, un vent de folie. Quant à ce vagabond sinistre, pourrait-il être à lui seul le concert des grillons ? Et qui est-il au juste cet homme louche qui cherche un travail dans le village, pour quelques jours seulement, dont on ne sait pas pourquoi il s'arrête ici en particulier, plutôt que là-bas, lui qui offre à Céline, la bonne, dès leurs premières entrevues, une broche dorée avec une pierre verte, lui qui ajoute, après que Céline eut mollement rétorqué, non sans accepter le cadeau, qu'il ne la connaissait pas. Ne pas te connaître ? Je passe et repasse sur les routes. De belles filles comme toi, quand on en voit une dans un village, on s'en souvient longtemps. Par bien des aspects, ce personnage mystérieux peut faire songer à d'autres vagabonds connus de la littérature. Iconique par la force des choses. Je veux parler ici de Branchu, le cordonnier errant qui s'arrête au village dans le règne de l'esprit malin de Charles Ferdinand Ramu, que Golen évoque d'ailleurs comme l'un des romanciers qu'il respecte, et qui n'est autre que le malin. Je veux parler de Jean-Christophe Bouvet, dans le film de Maurice Pialat, c'est-à-dire du diable, dans Sous le soleil de Satan, de Georges Bernanos. Soudain, au haut de la rue, il vit apparaître le vagabond. Sa silhouette menaçante, démesurément grandie, se profilait étrangement sur un fond tragique fait de tourbillons de poussière et de flammes parmi lesquelles rampaient des vapeurs de chlore. Il descendait la rue, rasant les boutiques, la tête courbée entre ses épaules massives qui se tendaient pour lutter contre le vent. Il semblait que rien ne pourrait arrêter sa marche, que l'heure de son approche était venue, que définitivement, implacablement, l'heure était venue où désormais il serait toujours là. En effet, comme chez Ramu, comme chez Bernanos, ce vagabond sera toujours là, dans l'ombre de Monsieur Clément, logeant à son insu dans son jardin, aidé de la petite Céline, molestant son chien,
est, d'une manière ou d'une autre, à l'origine du comportement étrange de Madame Clément et de la disparition de Pélissier, son seul véritable ami. Si ce personnage du vagabond possède cette aura surnaturelle, ce n'est pas le seul roman de l'auteur dans lequel s'immisce une sorte de démon. L'année suivant la parution du Vent d'Autan, Guillaume Gollaine a publié L'Assaut. Dans ce livre, Nelly, une jeune femme qui s'apprête à accoucher, est victime d'un mal que la science ne parvient pas à expliquer. La pauvre femme, brisée par les crises, n'est calmée que par la présence de sœur Eliane. Mais sitôt la religieuse hors de sa chambre, les crises reviennent, ainsi que divers hommes qui se succèdent à son chevet, comme attirés par Nelly. Tous se réclamant père de l'enfant. Tous rabroués par la femme, ou plutôt par la bête qui s'empare d'elle. On fait alors venir un professeur de Zurich pour tenter de sauver la femme et l'enfant, ainsi qu'un homme étrange, qu'on appelle Monsieur Laurent, ménechme du vagabond, qui demande à abandonner la mère au profit de l'enfant, dans l'hypothèse où il faudrait choisir. L'homme est louche, dérangeant, et semble avoir connu tous les protagonistes ou presque, s'il ne les a pas tentés dans diverses circonstances. Bientôt naît un enfant hideux et difforme. L'histoire de possession et de diable est ici bien plus directe, et en ce sens moins puissante que dans Le Vent d'Autan, mais elle aurait trouvé au cinéma une place de choix entre Rosemary's Baby et L'Exorciste. Alors se peut-il que ce vagabond soit le diable en personne ? Une allégorie démoniaque du vent à l'œuvre ? La lecture donne la réponse, bien sûr. Mais de cela, je ne peux parler sans gâcher la surprise. Bien entendu, le grand écrivain est en partie celui du thème inlassablement repris. Un grand écrivain est par la force des choses un homme qui se répète. Ce n'est pas à la largeur du spectre qu'on le reconnaît, mais bien plus à la profondeur du fossé qu'il creuse. Croyant au début de sa carrière y dénicher un trésor, comprenant au crépuscule de la vie qu'il n'a fait qu'y enterrer ses espoirs, et bientôt son propre corps. Ainsi, le vent souffle dans cet assaut, publié en 1962. Il souffle d'un coup sans prévenir qui amène un nuage d'orage, et bientôt la foudre qui brise le toit de la clinique, tandis que l'enfant monstrueux de Nelly vient au monde. Il est là, poussé par on ne sait quel diable, moins intestin mais plus meurtrier, que dans Le Vent d'Autan, menant Nelly vers des sombres possessions de l'âme, la sœur Eliane vers une confrontation avec le malin, les hommes de ce roman vers l'église, qui ne peut plus rien pour eux, et vers l'alcool, qui sauve un temps. Oui, Guillaume Gollaine est un écrivain cohérent, à la fois intime et expressionniste, contracté sur lui-même et témoin d'une lutte entre bien et mal. Il prend d'ailleurs parti dans ses romans, utilisant sa propre histoire, qu'une correspondance avec sa petite fille a permis de me révéler, puisqu'il n'y a aucune information ailleurs ou presque. Il prend parti et abandonne tragiquement tout couvert ou presque. Ainsi parle-t-il en son propre nom, dans L'Assaut ou Le Vent d'Autan, brouillant les frontières de la fiction et de la réalité, non dans un exercice moderniste de mise en abîme, mais bien dans un dialogue avec lui-même, avec sa mémoire, et le désespoir de la vieillesse. Comme dans cet extrait où il s'adresse à Monsieur Clément. Je cite : « Je te regarde avec horreur. Toi, qu'en habile montreur de marionnettes, j'avais cru faire jaillir de ma fantaisie. Et certes, au début, calme et attentif, mon regard aigu fixé sur un écran, je m'imaginais pouvoir diriger froidement tes extravagances. Penché sur ma machine, 5 doigts en l'air, les autres sur les disques dont jusque-là les déclics avaient déclenché tes gestes, une fois, c'était au début, parce que tu me semblais rétif, je t'ai interpellé avec une dureté feinte. J'ai frémi d'effroi quand ta voix âpre m'a répondu. Et maintenant tout se brouille devant moi, autour de moi,
Il n'y a que remous, quelque chose de fluide et de sombre qui sournoisement m'enveloppe. Où es-tu ? L'écran a disparu. Tu es toujours présent, mais je ne te vois plus. Je sens ta présence. Où es-tu ? Je sens en moi ta présence monstrueuse. J'ai peur. Tout craque, se déchire. Ce suaire d'oubli où j'avais enseveli tant d'heures que je croyais mortes, et le silence, toutes les voix que j'avais voulu tuer clament ensemble. Mon frère, plus proche qu'un frère, aie pitié de moi. Ces passages disséminés dans le texte sont d'une force rare. C'est soudain, le cri de détresse de l'écrivain qui vit avec ses fantômes, que le vent d'Autan, véritable roman mémorial, arrache de sa gorge. Ces extraits donnent au texte un surplus d'âme et de force et deviennent plus touchants encore quand on sait qu'il s'agit bien d'éléments de l'existence de Guillaume Gollaine plutôt que ceux de son imagination. Né en 1887 à Toulon, quelques mois avant Bernanos que nous avons évoqué plus tôt, il fera lui aussi la guerre de 14 et quittera les tranchées en avril 1916, après une grave blessure à une côte et au bras droit. Bras qu'on faillit lui amputer. À Verdun. Destin étrangement similaire à celui de Blaise Cendrars, né la même année que Gollaine. Il eut le temps, cependant, de créer un journal des tranchées, nommé Le Midi au front. Journal du 296e d'infanterie et des troupes de brigade. Paraît où et quand il peut. Abonnement pour 10 ans, 2 francs. Durée de la guerre, 5 francs. Dans ce journal, non sans humour, on organisait des concours avec pour premier prix, je cite, « une collection complète de poux de guerre accompagnée d'une notice explicative sur la manière de se gratter quand on est mordu. » Guillaume Gollaine avait déjà publié avant la guerre, notamment « L'amour rôde, la mort fait le guet », dont il dira dans un entretien avec Bernard Pivot « C'est un titre ridicule. En ces temps-là, on aimait les titres longs, à la Francis Jam. » Avant de retrouver pleinement l'usage de son bras droit, il écrit, comme Cendrars, 2 romans de la main gauche, continue avec d'autres, jusqu'au grand drame de son existence. La mort de son fils, Bernard, en 1938, alors âgé de 23 ans, emporté par la tuberculose. Lui vient cette implacable pensée. À quoi bon écrire ? Guillaume Gollaine lui apporte une réponse humaine et terrible. Silence. Un quart de siècle de silence. La durée du deuil ? Jusqu'à la parution en 1961 de ce vent d'Autan magnifique et impitoyable, qui faillit emporter le Goncourt, dont le jury préféra cependant La pitié de Dieu, de Jean Cau, autre bon roman, quoique circonstanciel, existentialiste, marqué par Sartre, et surtout, loin d'être le meilleur de son auteur. Là où celui de Gollaine ne réclame à Dieu aucune pitié, ni à soi d'ailleurs. C'est sans doute ce long silence qui fit oublier Guillaume Gollaine une première fois. Le talent et la force obscure de son vent d'Autan le ramena sur le devant de la scène littéraire. En effet, l'auteur publia 3 romans en 4 ans. 1961, 1962 pour L'Assaut et 1964 pour Le Saut périlleux, son dernier et testamentaire roman, longue et noble fuite d'un vieil homme encore une fois, poursuivi par ses souvenirs et par ses amours qu'un vent, ce coup-ci glacial, emporte à la fin du roman. Puisque le vent ne tombe jamais véritablement, rappelant encore une fois la cohérence de cette œuvre, puisque, je cite, « lorsque par hasard il s'arrêtait,
quelques heures ou quelques jours, mais jamais plus de 2 ou 3, on avait l'impression de l'entendre encore, gémissant et tempêtant, non pas au dehors, mais comme à l'intérieur même des têtes, ainsi que l'a écrit Claude Simon, dans sa tentative de restitution d'un retable baroque publié en 1957, autre roman périphérique du vent. Sous couvert de tempête, c'est donc bien la mémoire qui occupe les dernières œuvres de Guillaume Gollaine. La mémoire soudain diluvienne, la mémoire qui maquille les landes mortes du présent et de l'avenir, qui oppose aux vignes mourantes, à l'amour délité, à l'amitié en fuite, la persistance du souvenir, la persistance de ces autres morts. Ainsi ne reste du passé, du présent et de l'avenir qu'un vaste tombeau. Évoquant dans Le vent d'Autan le souvenir de son ami Pélissier, au milieu du roman, comme s'il savait qu'il ne le reverrait jamais, Monsieur Clément songe qu'il lui arrivait de sourire, mais c'était un masque qu'il mettait sur son visage, un masque un peu ironique, parfois d'une ironie glacée. Voilà très exactement le ton de ce roman, l'ironie glacée. Les pages s'enchaînent, d'abord vaudevillesques et bientôt tragiques, d'abord emportées, enthousiastes et parfois vulgaires, de ce vulgaire presque pittoresque, typique du vieil âge ou du patois du Languedoc, mais à mesure que les pages avancent, le drame se noue, et ayant en vain essayé de trouver de l'aide auprès de chaque comédien de cette fausse farce, Monsieur Clément ne peut plus que partir vers son destin, symboliquement, après le bal du village, parce que la comédie est finie. Alors, il eut l'espoir que sa mère viendrait. Elle vint. Elle lui dit : « N'aie pas peur, mon enfant. » Mais non, je n'ai pas peur. Le bruit augmentait sans cesse. C'était moins effrayant que cette bombarde qui avait éclaté devant la halle. Le rythme souple et puissant des bielles faisait songer à quelques poèmes symphoniques de Dvorak ou de Rachmaninoff. Il ferma les yeux. Il dit à sa mère : « Tiens-moi la main. » En 1962, Gallimard réédita Le Mémorial secret, sous l'impulsion de Jean Paulhan, roman d'abord paru en 1926 chez Rider. La forme n'a rien à voir avec celle des romans de la vieillesse de Guillaume Gollaine. Le Mémorial secret, ainsi que ses autres romans des années 20 et 30, sont des romans ancrés dans leur époque, des romans de l'inquiétude, des romans de l'action vaine, de la destruction de soi, de la fuite et d'une violence qui n'a pas de sens. Ils sont de proches parents de ceux de Philippe Soupeau, de ceux de Georges Duhamel, à qui est d'ailleurs dédié ce mémorial secret, dans lequel d'anciens poilus errent dans la ville, sans savoir que faire, se livrant bon gré mal gré à une débauche économique et sentimentale, se refusant au bonheur qui pourtant semble se proposer à eux, pour aller sonder les abysses de la condition humaine. Nihilisme sans doute, désespoir, bien sûr. La critique ne se trompa pas, qui fut d'ailleurs assez unanime à propos des qualités de Guillaume Gollaine à cette époque, comme à celle des années 60. Elle ne se trompa pas, et notamment Marcel Arlan, tête pensante de la NRF, qui rapprocha Le Mémorial secret, paru en 1926, du Voyage au bout de la nuit de Céline, paru 6 ans plus tard. Certains passages sont en effet redoutablement céliniens avant l'heure, avec cette ponctuation erratique et ces défis lancés à la face du monde gâté, pourri. Céline a-t-il lu Gollaine, comme il a lu Ramu, pour inventer son verbe ? Il faudrait demander à des spécialistes de l'auteur. Et pour ma part, j'aime à penser que oui. Cela fait donc 4 romans publiés chez Gallimard en 4 ans. Un véritable raz-de-marée. Puis un nouveau silence s'installe.
définitif cette fois. Guillaume Gollaine meurt en 1979, à l'âge de 92 ans. Dans les bibliographies des derniers ouvrages, on peut voir des titres apparaître ou en préparation, notamment « Des émeraudes pour Muriel » ou encore « Les filles de Sion ». Mais ils ne virent jamais les presses. Ont-ils été écrits et dorment-ils quelque part? N'ont-ils été qu'ébauchés? Nul ne semble savoir pour l'heure. L'inquiétude de Guillaume Gollaine fut balayée par la mort de son fils. Comment demeurer inquiet après une telle blessure? Le silence aurait pu être éternel, mais là où les souvenirs finissent par détruire dans le vent d'autant, les souvenirs sont à l'origine de la création pour le romancier, dans la solitude musicale de son bureau. Étrange et récurrente dichotomie que celle-ci. C'est par la mort, par la très longue mort, que Guillaume Gollaine a ressuscité l'écrivain en lui. Il a tenté de redonner vie, à la seule force du deuil. Car de la consolation suprême, il ne pouvait rien attendre. À la question « Et Dieu, le réconfort du ciel ?» Guillaume Gollaine répondra « Oh, j'admire beaucoup qu'une âme s'élance vers son essence divine. Moi je ne peux pas. Pourtant, il me semble parfois que je trouve au profond de mes ténèbres, tout au fond, la présence d'un Dieu. Un Dieu pitoyable. Elle y a des choses obscures. Cette espèce de titan enchaîné en moi m'apparaît dans une lumière sourde, magique, analogue à la lumière du tableau de Rembrandt, le roi Saul en face de David. Cette lumière étrange des dernières toiles du peintre, guettée par la folie. J'ai l'impression que tout être humain a cette chose divine prisonnière au fond de lui, comme si effectivement nous étions des anges déchus.